Bonjour et bienvenue dans Géopolitis. Un an de guerre en Ukraine, la paix semble hors de portée. Montée en puissance des armements avec la promesse à l'Ukraine de chars lourds occidentaux pour contrer l'offensive russe. L'OTAN se prépare à la possibilité d'un conflit direct avec la Russie en renforçant son flanc Est. Les Russes abreuvés de propagande sont partagés entre soutien à la guerre, peur de manifester et indifférence. C'est l'image qui symbolise cette année en enfer vécue par la population ukrainienne. Une femme enceinte, victime du bombardement de la maternité de Mariupol. Nous l'avions utilisée pour notre émission consacrée aux crimes de guerre en mars dernier. Des crimes de guerre qui se sont multipliés après ceux de Boutcha et Izium. Il y a eu le bombardement de la gare de Kramatorsk et plus récemment celui d'un immeuble de Dnipro. Torture, viol, enlèvement d'enfants, au moins 34 000 crimes de guerre selon l'Ukraine. Sans parler des frappes contre les infrastructures énergétiques rendant la vie quotidienne insupportable. Un long travail attend la justice internationale, alors que la Russie dément systématiquement et accuse l'Ukraine de tirer sur sa population. Et pourtant, l'Ukraine résiste. Elle a mené des contre-offensives à l'automne qui lui ont permis de reprendre la moitié du territoire conquis il y a un an. Aujourd'hui, la situation semble figée, avec des combats acharnés autour de Bakhmout. Le président Zelensky est venu à Londres, Paris et Bruxelles pour réclamer des armements, en particulier des avions, refusés pour le moment. Après avoir tergiversé, les principaux alliés de l'Ukraine avaient accepté de donner des chars lourds, avec le symbole fort des léopards allemands qui seront bientôt déployés sur le front. Nous verrons ce que cela implique avec notre invitée Johanna Möhring, spécialiste des stratégies de puissance. Personne n'a intérêt à ce que cette guerre dure, mais ni la Russie ni l'Ukraine, soutenue par l'OTAN, ne peuvent se permettre de la perdre et l'heure n'est pas encore aux négociations. D'où le risque d'escalade et d'élargissement d'une guerre meurtrière. Un an de guerre en Ukraine, un bilan humain effroyable, impossible à chiffrer précisément, plus de 7000 victimes civiles selon l'ONU, des dizaines de milliers de militaires dans chaque camp. Une guerre partie pour durer des mois, voire des années, avec un soutien de plus en plus massif à l'Ukraine. Depuis le 24 février 2022, 40 pays occidentaux, pour la plupart, ont donné 113 milliards d'euros d'aide humanitaire, financière et militaire. Au premier rang, l'Union européenne avec 52 milliards, devant les États-Unis avec 48 milliards. Mais sur le plan militaire, les États-Unis sont loin devant, avec un total de 22,9 milliards d'euros, suivi du Royaume-Uni 4,1 milliards, de l'Allemagne 2,3 milliards et de la Pologne 1,8 milliard. Ce sont surtout des chars lourds modernes, comme les Léopard 2 allemands les plus répandus en Europe et les plus faciles à acheminer que réclamait avec insistance l'Ukraine depuis des mois. Même si les besoins les plus immédiats sont de renouveler les munitions pour l'artillerie, dans la terrible bataille de Bakhmout. Nous devons accélérer. Le temps doit devenir notre arme commune. Tout comme la défense aérienne et l'artillerie, les véhicules armés et les chars que nous sommes en train de négocier avec vous et qui feront réellement la victoire. Longtemps réticente, l'Allemagne a donné son feu vert pour 14 chars Léopard 2 qui viendront s'ajouter aux 14 promis par la Pologne. Les Britanniques livreront 14 Challenger 2 et les États-Unis 31 Abrams. La France acheminera des blindés légers AMX-10, mais n'a rien décidé quant à ses chars Leclerc. L'Allemagne enverra également 178 vieux Léopard 1 qu'il faudra restaurer, ce qui permettra de se rapprocher des 300 chars requis pour donner un avantage décisif à l'Ukraine face aux rustiques T-72 russes d'origine soviétique. Mais ces chars n'arriveront pas avant plusieurs semaines ou mois pour remplacer les vieux T-64. Restent les avions. Hors de question pour le moment de livrer des F-16 américains ou autres avions occidentaux, malgré l'insistance du président ukrainien devant le Parlement britannique. En revanche, les Américains ont accepté de fournir des roquettes d'une portée de 150 km capables de frapper les arrières russes, au risque de changer la nature de cette guerre.
Le symbole de chars allemands dans la steppe ukrainienne après les panzers d'Hitler a été abondamment mis en avant par Poutine aux commémorations de la bataille de Stalingrad. De nouveau, il se prépare à combattre la Russie sur la terre de l'Ukraine avec les mains de petits partisans méprisables d'Hitler. Cette montée en puissance de l'armement occidental, comme les canons César français, ne peut pas être pour le moment qualifiée de co-belligérance, mais les risques augmentent. Les perspectives de paix ne cessent de diminuer. Les chances d'une nouvelle escalade et d'un bain de sang ne cessent de croître. Je crains que le monde ne s'avance pas au somnambule vers une guerre plus large. Je crains qu'il ne le fasse les yeux grands ouverts. Face au déploiement à venir de batteries antimissiles américaines Patriot, Poutine dégaine son arme ultime. Des missiles hypersoniques non nucléaires d'une portée de 1000 km, capables de voler à 9000 km/h. Mais impossible de savoir s'ils sont opérationnels et si tout cela n'est pas que de la propagande de guerre. Bonjour Johanna Möhring. Vous êtes chercheur associé à l'université de Bonn, à celle de Paris-Panthéon-Assas. Vous êtes également une spécialiste des stratégies de puissance au XXIe siècle. Alors, Emmanuel Macron dit que la Russie ne peut pas, ne doit pas gagner cette guerre. On se rappelle qu'il disait il y a quelques mois, il ne faut surtout pas humilier la Russie. Ce durcissement, est-ce que c'est le risque, comme l'évoque Antonio Guterres, d'une escalade, d'un bain de sang ? Oui, on peut en effet observer un changement de temps du président Macron, mais aussi d'autres décideurs européens. Et ce changement, il est apparu dans la guerre d'agression de la Russie à un moment où elle a déclenché une campagne intensive de bombardement contre des objectifs purement civils, notamment de l'infrastructure énergétique, donc une campagne de terreur. Et cette campagne a littéralement fait voler en éclats l'espoir aussi du président Macron de pouvoir sortir de la crise par voie de la négociation. Mais il faut scruter de près cette formule tout en négatif. La Russie ne peut pas, ne doit pas gagner. Ça ne dit pas non plus que l'Ukraine doit gagner. Inversement, c'est ça. Ambiguïté. Exactement. Donc ça dévoile, à mon sens, une certaine non-décision par rapport aux objectifs militaires et par ce biais des buts politiques de la guerre par rapport aux partenaires occidentaux. Alors justement, on parlait des autres décideurs. Votre pays, l'Allemagne, a également changé vraiment aussi de ton. On se rappelle qu'au tout début, elle hésitait même à sortir la Russie du système SWIFT. Et maintenant, elle en vient à livrer des chars Léopard 2, des chars lourds. C'est quand même un changement considérable. Oui, l'Allemagne a dû se rendre compte très tardivement qu'elle n'a vraiment pas été très clairvoyante vis-à-vis du régime actuel russe. Et l'Ukraine le paye actuellement en larmes et en sang, mais ça a aussi un prix énorme politique et économique pour toute l'Europe. Mais ce qu'on doit dire, que l'Allemagne, elle a enfin compris que la Russie actuelle, si elle continue dans sa tradition impérialiste russo-soviétique, elle ne pourrait pas intégrer dans une architecture de sécurité en Europe. Mais si on voit donc cette décision d'envoyer des chars en soi, ça ne concerne, je ne pense pas que ça soit un changement de la dynamique stratégique du conflit actuellement. Parce que même si c'est une décision qui a été vraiment longuement milité et pris en accord avec les États-Unis, il s'agit vraiment de continuer à aider l'Ukraine à résister, à se défendre, à reconquérir sa solidarité. Et ça s'insère aussi dans une continuité, parce qu'il y a eu déjà des livraisons de chars T-72. Donc des chars soviétiques. Oui, soviétiques. Oui. Aussi des véhicules blindés de combat. Donc, ça, en soi, canons, on reste dans une approche globale qui veut soutenir l'Ukraine tout en évitant l'escalade, notamment aussi en encadrant très strict l'armement qui est livré à l'Ukraine. Mais pourtant, c'est vrai que le symbole allemand est fort. Je reviens justement sur l'Allemagne. C'est vrai que l'Allemagne, par son passé, c'est vrai que de prendre cette position-là, c'est quand même quelque chose qui a marqué.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que, étant donné le poids du passé très lourd, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité commises par les organes de sécurité nazis oui, on voit, Poutine, il parle de Hitler, oui, carrément, le retour de Hitler. Ouais. Absolument. Mais là, on ne doit pas non plus oublier que l'Allemagne, elle a une responsabilité vis-à-vis de l'Ukraine. Si on fait le total des morts en Union soviétique sur le compte de l'Allemagne nazie, il y a quand même 7 millions d'Ukrainiens qui sont morts. Et donc, il y a cette responsabilité de vraiment venir à son secours. Zelensky était à Londres, on l'a vu, à Paris, à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il a vraiment obtenu? Il a demandé des avions, etc. Bon, pour le moment, c'est non. Il veut intégrer l'Union européenne, pour le moment, il attend. Qu'est-ce qu'il a réellement obtenu? Oui, je pense que la semaine dernière, c'était vraiment un rappel comment la politique est aussi du théâtre, avec des acteurs en scène qui jouent pour atteindre des publics différents. Certains jouent la survie de leur nation, donc c'est le cas de Zelensky. D'autres se positionnent peut-être pour leur politique intérieure ou pour un leadership européen. Mais je pense que c'est surtout une bataille de l'opinion publique qui se joue. Et là, même s'il n'y a pas eu des annonces fortes, Zelensky montre par son talent médiatique de capter l'attention. Et ça, c'est une arme redoutable. Et c'est vraiment aussi le combat pour l'opinion publique, c'est le nerf de la guerre. C'est ça, parce qu'il y a quand même un risque de fatigue des opinions publiques occidentales. Il y a un coût énorme, on en est à plus de 100 milliards de dollars. On se demande jusqu'où ça ira. Est-ce que ça, c'est vraiment une chose à prendre en compte, ce risque ? Je pense qu'il y a effectivement un risque si la guerre durera trop longtemps, et c'est sur cela que Poutine joue également, qu'il y a la fatigue de l'opinion publique, les coûts économiques trop forts. Mais je suis assez étonnée et agréablement étonnée que la solidarité reste très forte aussi dans l'opinion publique. Alors, la brutalité de l'agression de Poutine a évidemment aussi permis de relancer l'OTAN, alors que Macron, on s'en rappelle, avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Il plaidait, lui, pour une défense européenne autonome. Mais c'est évidemment, cette guerre ne tient que par l'investissement massif des États-Unis qui sont venus renforcer le flanc est de l'OTAN. On se retrouve juste après ce sujet d'Elsa Anguinolfi. Les forces françaises à l'entraînement à Chincu, en Roumanie. La France a déployé 13 chars Leclerc et une vingtaine de véhicules blindés d'infanterie dans ce pays frontalier de l'Ukraine, quelques mois après le début de la guerre. Ce dispositif donc, qui est présent vraiment sur tout le flanc est, de la mer Baltique jusqu'en Méditerranée, par des moyens terrestres, des moyens aériens et des moyens maritimes. Pour être crédible, bien sûr, il faut se montrer, mais il faut être cohérent, il faut avoir eu un entraînement ensemble, il faut le montrer, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les pays membres de l'OTAN renforcent leur présence aux frontières orientales de l'Alliance, comme l'Allemagne, qui a envoyé des forces supplémentaires en Lituanie en septembre. Les États-Unis, première puissance militaire mondiale, ont augmenté leurs effectifs en Europe de 80 000 à 100 000 personnes. Parmi eux, les soldats d'élite de la 101e division aéroportée, filmés ici lors d'un entraînement en Roumanie. Ils n'avaient pas été déployés sur le continent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes face à une nouvelle réalité sécuritaire. Nous devons revoir notre défense et notre dissuasion collective pour le plus long terme. L'OTAN a décidé de renforcer les groupes tactiques multinationaux déjà déployés dans les pays baltes et en Pologne et de créer 4 nouveaux groupes multinationaux en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie. Au total, plus de 40 000 soldats sont sous le commandement direct de l'OTAN dans ces pays. Des forces auxquelles s'ajoutent, selon l'Alliance, des centaines de milliers de militaires des différents États membres. La présence des forces alliées en mer et dans les airs est renforcée. Selon l'OTAN, une trentaine d'avions sont constamment en patrouille. Nous avons volé beaucoup ces derniers mois pour s'assurer que le long des frontières roumaines, ils soient conscients de la présence de l'OTAN, d'avions de combat, d'avions armés. Nous ne prévoyons pas d'utiliser d'armes. On ne veut pas utiliser d'armes.
Mais bien sûr, nous sommes prêts à les utiliser. Depuis la mi-janvier, l'Alliance déploie des avions de surveillance AWACS en Roumanie, à quelques centaines de kilomètres des forces russes. Alors, est-ce qu'on s'approche de la co-belligérance, même si, en termes de droit international, la co-belligérance, c'est avoir des troupes en uniforme sur le terrain adverse. Moscou accuse en tout cas l'OTAN de s'approcher de plus en plus de cette notion de co-belligérance. Oui, effectivement, là, il faut distinguer entre ce qui constitue dans le droit des conflits armés la co-belligérance, comme vous l'avez déjà indiqué. Donc, il faut participer avec ses propres soldats, soit sur son propre commandement ou sur le commandement ukrainien, participer à la planification et l'exécution des opérations ou donner l'accès à ces bases militaires pour vraiment entrer dans le cadre de co-belligérance. Mais évidemment, il y a l'autre aspect, comment les parties de ce conflit le considèrent. Et là, on constate que la Russie, depuis très longtemps, se voit comme étant en guerre contre l'Occident. Et même si nos décideurs répètent qu'ils ne sont pas en guerre avec la Russie le considère comme tel. Et aussi le fait d'insister de ne pas être en guerre, ça bloque aussi la mobilisation de certaines ressources et de passer dans un autre cadre d'esprit qui permettrait aussi d'être plus efficace face à une menace russe qui ne se joue pas seulement sur le front militaire. Mais bon, il y a quand même aussi une réalité, c'est que l'OTAN est maintenant totalement souverain en termes de défense de l'Europe. C'est la fin du rêve de défense européenne ? Je ne serais pas aussi pessimiste que vous, mais c'est vrai qu'on a vu des avancées de l'Europe de la défense dans des moments spécifiques dans l'histoire. C'était soit quand il y a une sorte de disparition de l'élément nucléaire ou quand les Américains ont fait signe de se retirer de l'Europe. Là, la conjoncture, elle est tout inverse. Les Americans are back in et le nucléaire façonne tout le conflit déjà en amont. Mais il y a quand même des signes encourageants, parce que, par exemple, le Danemark, qui est absolument opposé à toute idée de s'investir dans la défense européenne, a voté par référendum de maintenant participer. Et les Européens savent aussi qu'ils ne peuvent pas compter en éternité sur les Américains. On s'imagine la prochaine échéance électorale à cet effet-là. Donc, tôt ou tard, il faut revenir sur la question d'autonomie stratégique, mais ça pourrait aussi se faire en renforçant le pilier européen de l'OTAN. Une question qu'on se pose aussi finalement, est-ce que l'Occident a d'une certaine manière intérêt à ce que cette guerre se prolonge de façon finalement à affaiblir la Russie ? Je pense plutôt que l'Occident espère une victoire rapide et en priant que ça réglerait le sort de Poutine sans que ça mène à l'escalade. Nucléaire. Exactement. Ouais. Donc il y a deux peurs qui planent sur les réflexions et sur ce conflit. C'est la peur d'une escalade nucléaire et le scénario des troubles internes de la Russie, de la déstabilisation. Et donc il y a cet espoir de raccourcir. Parce qu'il y a effectivement, c'est une course contre la montre, aussi bien pour l'Ukraine, mais aussi pour les États européens qui ont beaucoup à perdre. Mais on le voit bien dans la stratégie. Au début, on dit non, on ne donnera pas de chars lourds, on en donne finalement. On dit il n'y aura pas d'avion, mais sans doute qu'on en donnera. C'est juste de façon à affaiblir suffisamment la Russie, mais sans aller trop loin. C'est toujours ce jeu très subtil qui se joue. Oui, je pense qu'on essaie de faire ce que les Américains appellent un scénario Goldilocks, donc en étant ni trop chaud ni trop froid, mais c'est un équilibre très très difficile à atteindre. Et bien sûr, l'Ukraine, elle a aussi son mot à dire là-dedans. Donc, ouais. Vous parliez des risques de déstabilisation interne de la Russie. Ça, c'est une vraie crainte, c'est que Poutine soit balayé, qu'on se retrouve face à un régime qui soit peut-être encore plus compliqué à gérer ? C'est toujours le saut dans l'inconnu. Donc, idéalement, il y aurait une passation de pouvoir avec un régime avec lequel des négociations seraient possibles, mais rien n'est garanti là-dedans.
Mais est-ce que ça annonce aussi d'une certaine manière la fin, c'est le crépuscule peut-être, de l'impérialisme russe, toute cette affaire, parce que la Russie va sortir très affaiblie de tout ça? C'est vrai que la guerre, elle a vraiment affaibli la posture de la Russie, mais l'impérialisme russe a quand même encore des cartes à jouer. Alors on pense par exemple aux efforts de la compagnie Wagner en Afrique, où toute la diplomatie russe qui est quand même capable de rallier aussi un certain nombre de pays. Donc je dirais que ce n'est pas le dernier mot. Eh bien, merci, Johanna Möhring. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Géopolitis. Et on espère qu'après un an de guerre, on ne devra pas faire une émission dans une année parce que ce sera le 2e anniversaire de cette guerre si terrible. Merci beaucoup. Merci. Les Russes, quant à eux, semblent être revenus au temps de l'Union soviétique, coupés du monde et des biens occidentaux dont ils raffolaient jusque-là. Quel est véritablement l'état d'esprit de la population soumise à une propagande massive? On fait le point avec Elsa Anguinolfi et notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin. La période des fêtes n'a pas fait oublier les inquiétudes de certains Russes près d'1 an après le début de la guerre et 5 mois après la mobilisation partielle. En ce moment, je ne suis pas d'humeur festive parce que mon frère a été mobilisé en septembre. Il est sur le front depuis 2 mois déjà. Je suis triste qu'il y ait tant d'injustices dans le monde. Je suis triste qu'il y ait des actions militaires, que les enfants, les femmes, les personnes âgées qui sont innocents soient les premiers à souffrir. Mais les Russes soutiennent toujours très largement l'action de leur armée en Ukraine. 3/4 d'entre eux l'approuvent, selon le dernier sondage de l'Institut Levada. Alors, tous les sondages d'opinion montrent qu'une très nette majorité de Russes soutient la politique du président. Alors, bien sûr, on ne leur demande pas s'ils soutiennent en particulier cette opération militaire spéciale, mais force est de constater qu'une majorité d'entre eux se satisfont de la façon dont Vladimir Poutine conduit les destinées du pays. Alors, cela s'explique par le fait que beaucoup d'entre eux lui sont reconnaissants d'avoir ramené une certaine sécurité, une certaine prospérité après le chaos des années 90, ces années Yeltsin où les salaires, les retraites étaient versés avec plusieurs mois de retard. Et puis il faut dire aussi que la classe politique unanime s'est alignée sur les positions de Vladimir Poutine et soutient cette opération militaire spéciale. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne partagent pas les objectifs du président russe et qui s'opposent à cette opération militaire spéciale en Ukraine, mais il faut savoir qu'ici en Russie, il est tout simplement interdit de manifester publiquement son opposition à cette opération, sous peine d'être sanctionné par de lourdes peines de prison, ce qui fait que dans l'espace public, il y a de temps en temps quelques rares personnes qui seules brandissent une pancarte d'opposition à cette guerre et qui finissent par se faire arrêter par les forces de l'ordre. Selon l'ONG russe OVD Info, 400 personnes ont été poursuivies ou condamnées dans des procédures pénales pour leur prise de position contre la guerre. Les rares opposants qui vivaient encore en Russie et qui s'y sont opposés ont été emprisonnés, c'est le cas d'Ilya Yashin, et les autres, pour éviter de terminer en prison ou de passer de longues années derrière les barreaux, ont tout simplement décidé de fuir le pays. Malgré les nombreux trains de sanctions mis en place par les pays occidentaux pour affaiblir la Russie, l'économie du pays résiste. Les sanctions occidentales n'affectent pas le quotidien des Russes. Il est toujours possible de s'acheter des voitures, d'aller au supermarché. Tous les produits sont disponibles. Il n'y a pas de file d'attente devant certains magasins. La façon dont ils ont pu le ressentir, c'est peut-être par une augmentation des prix, parce que, il faut faire venir ces produits par des circuits parallèles, c'est-à-dire les faire passer soit par la Chine, soit par le Kazakhstan ou d'autres pays d'Asie centrale, ce qui renchérit les coûts. Mais on ne peut pas dire que les sanctions ont produit un effet sur le quotidien des Russes pour l'instant. Selon les dernières projections du Fonds monétaire international, après s'être contracté en 2022, le PIB du pays devrait croître de 0,3% cette année. C'est plus que pour le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Nous sommes nombreux à nous interroger sur les raisons et les conséquences de cette guerre. Chacun y apporte ses réponses. Comme par exemple l'ex-Pink Floyd Roger Waters, invité par la Russie à s'exprimer devant le Conseil de sécurité de l'ONU. L'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie était illégale. Je la condamne dans les termes les plus forts.
Mais il n'est pas vrai que l'invasion russe de l'Ukraine n'a pas été provoquée. Alors je condamne aussi les provocateurs dans les termes les plus forts. Colère de l'ambassadeur ukrainien qui lui a lancé une pique en forme d'allusion à la chanson Just a Brick in the Wall. Comme c'est triste pour ses anciens fans de le voir accepter de n'être qu'une brique de plus dans le mur de la désinformation et de la propagande russe. Roger Waters n'en est pas à son coup d'essai. Il avait déjà fait l'éloge de Poutine dans une interview. En revanche, son ex-compère de Pink Floyd, David Gilmour, a pris des positions radicalement opposées en enregistrant une chanson à la gloire de l'Ukraine avec le chanteur ukrainien Andriy Klivniuk du groupe Boombox. La semaine prochaine, nous vous emmènerons en Arménie pour décrypter un autre conflit, celui qui l'oppose à l'Azerbaïdjan. Continuez à nous suivre sur les chaînes de la RTS, de notre partenaire TV5 Monde et sur notre chaîne YouTube. Et surtout, portez-vous bien.